La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui donne-t-il matière à légiférer? C'est une interrogation qui pourrait résoudre les questions que, avec mon collègue Guillaume Larrivé, ici présent, nous nous posons. Ces questions, nous nous les sommes aussi posées en commission autour de la proposition de loi de Monsieur Charroux. Nous légiférons trop et sur tout, mais je n'y reviendrai pas car le sujet dont nous sommes saisis aujourd'hui mérite toute notre attention. Si la majorité des dirigeants d'entreprise ne font pas parler d'eux, pour autant, ces dernières années ont été émaillées par quelques scandales qui ont défrayé la chronique. Je pense en particulier, cela a été cité, à l'épisode Carlos Ghosn, dont le maintien de la rémunération de 7,2 millions d'euros en 2015 pour son activité chez Renault inspire désormais une grande partie de cette proposition de loi. Depuis ces révélations, nous nous sommes tous exprimés et avons dénoncé l'indécence de tels salaires pour les patrons. Ces propos ont été repris en commission des affaires sociales. Mais la véritable question derrière ces actualités reste celle de l'inégalité des salaires qui se creuse toujours plus entre les mieux payés et ceux qui sont le moins. Cette question, elle porte sur l'entente existante entre les grands patrons et leur conseil d'administration sur le montant de leur rémunération. Monsieur Charroux, vous ne vous y êtes pas trompé en qualifiant cette envolée de barbichette. Mais venons-en à la loi que vous nous proposez. Est-ce à la loi de dire ce qui est moral, juste et décent en matière économique et dans le domaine privé? C'est, je crois, l'un des préjugés les plus populaires de notre époque. Il ne veut pas seulement que la loi soit juste, mais aussi qu'elle soit philanthropique. Mais la force donnée par la loi ne peut pas être philanthropique. Je ne vois aucune notion de performance dans cette proposition de loi. Limiter, contraindre, plafonner une rémunération rend-il une entreprise plus performante, plus en capacité de recruter? Je ne trouve pas non plus cette notion de mérite d'un homme ou d'une femme responsable d'un nombre parfois très important de salariés, ce mérite qui explique un salaire conséquent et équivalent à ses responsabilités. C'est pourquoi, avec le groupe Les Républicains, nous nous réjouissons de la suppression de l'article 1er en commission. Cet article 1er prévoyait un écart de 1 à 20. Pourquoi pas 1 à 21 ou encore 1 à 19? Et d'ici quelque temps, d'autres trouveront que cet écart est à nouveau trop grand et proposeront de le réduire davantage. Il est évident que le domaine législatif ne pouvait en rien imposer cette échelle de 1 à 20 sans créer de nouvelles iniquités, sans renforcer la concurrence internationale des salaires des grands dirigeants et précipiter la fuite des cerveaux que nous connaissons déjà dans notre pays. L'article 2, qui propose de réduire de 5 à 2 le nombre maximal de conseils d'administration ou de surveillance dans lequel une même personne peut siéger, nous interroge aussi. Dans ce domaine, comme dans celui des salaires, nous pensons que l'autorégulation ne démérite pas. Premièrement, le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées établi par l'Association française des entreprises privées et le MEDEF est plus exigeant que la loi en vigueur. Il n'autorise les administrateurs à n'exercer que 4 autres mandats dans les sociétés cotées extérieures au groupe, y compris étrangères. La loi, elle, en permet au maximum 5 et ne prend en compte que les mandats exercés dans des sociétés françaises. J'ajoute que ce code demande aux dirigeants de n'exercer que 2 autres mandats au maximum d'administrateurs dans des sociétés cotées extérieures à leur groupe, y compris étrangères. Ce qu'il faut relever, c'est que les choses se régulent elles-mêmes. En 2014, 43,2% des dirigeants des sociétés du CAC n'exerçaient pas de mandat à l'extérieur du groupe dans des sociétés cotées et aucun n'en exerçait plus de 3.
S'il existe en effet un entre-soi que la professionnalisation et la féminisation contribuent déjà à combattre, la loi n'est pas pour autant une réponse adéquate. Nous pouvons noter les apports de la Commission qui ont permis d'harmoniser les mesures avec les conseils de surveillance et de laisser un délai d'1 an aux personnes concernées pour se mettre en conformité avec la loi. Je vous l'ai dit, nous reconnaissons que des arrangements existent, mais une telle loi peut aussi avoir des effets pervers. Nous verrons sans doute la fin de petits arrangements coûteux et une baisse effective des rémunérations. Mais il y aura aussi ce que nous ne voyons pas encore. Nous risquons de priver les entreprises de personnes compétentes qui siègent dans plusieurs conseils, justement parce qu'elles ont eu une expérience opérationnelle en tant que dirigeants. Suite à l'épisode Carlos Ghosn, monsieur le rapporteur a proposé un article additionnel à l'article 3, rendant contraignant les votes des assemblées générales sur la rémunération des dirigeants. Comme vous le savez, nous estimons, comme monsieur Macron d'ailleurs, que je veux citer à cet instant, la loi n'est pas la bonne méthode, c'est au monde économique de prouver qu'il est à la hauteur. Certes, cette solution est pratiquée par quelques pays européens très largement minoritaires. C'est le cas du Royaume-Uni depuis 2012 et de la Suisse. Pour les autres pays du monde, cette solution n'a pas été retenue. Le patron de BMW a gagné 6,2 millions d'euros en 2015. Celui d'Audi a gagné 6,5 millions. Celui de Mercedes, 8,4. 10,9 millions de dollars pour le dirigeant de Fiat Chrysler et 16 millions de dollars pour celui de General Motors. Je pourrais vous en citer bien d'autres. Si nous devons aussi remettre en perspective le salaire de nos dirigeants les mieux payés avec celui des dirigeants d'entreprises des autres pays où le salaire minimum est largement plus faible que le nôtre et donc l'écart plus grand. En réponse à cet article 3, l'Association française des entreprises privées et le MEDEF proposent de rendre le vote des actionnaires non pas contraignant, mais impératif, afin de permettre au conseil d'administration de formuler des contre-propositions. Pour ce qui nous concerne, à travers nos amendements, nous proposons une voie médiane entre le vote contraignant et le vote impératif. Notre objectif est toujours de penser aux conséquences des décisions que nous prenons. Rendre exécutoire la décision de l'Assemblée générale ordinaire à l'issue du vote contraignant oblige le dirigeant à quitter l'entreprise en cas de vote négatif. Ainsi, cette loi produirait l'effet tout à fait inverse de ce qu'elle recherche. Elle paralysera les actionnaires qui souhaitaient seulement dénoncer les émoluments d'un directeur général sans pour autant souhaiter son départ. Deux choix s'offriront à eux, démettre le dirigeant en espérant en trouver un autre aussi bon, voire meilleur, à un salaire plus faible, ou alors de voter sa rémunération. Si nous devons adopter cette proposition, laissons une part à la négociation plutôt que de figer la rémunération d'un dirigeant dans deux issues qui ne satisferont personne. Sous réserve de l'adoption de ces deux amendements, nous pourrions avoir un a priori positif en faveur de cet article 3, car il rendrait la loi plus apte à prévenir les injustices. Pour terminer, je le reconnais, il existe bien des dérives, des extrémités qui poussent certains d'entre vous, en toute sincérité, à vouloir encadrer ces comportements. Je tiens à l'affirmer, je n'approuve pas les retraites chapeaux ni les parachutes dorés, et je ne nie pas que la richesse et l'opulence, principalement quand elles sont très inégalement réparties, entraînent des excès. Mais quel message voulons-nous envoyer aux jeunes, à ceux qui veulent se lancer dans l'entreprise et qu'il faut encourager ? Devenez votre propre patron, enrichissez-vous et nous veillerons à ce que vous ne dépassiez pas le seuil que nous admettons être décent. Cela est impensable. Pour quelle vertu, et comme vous, monsieur le rapporteur, je citerai celle de Platon, qui lui-même condamnait le commerce dans ses lois. Pouvons-nous admettre de façon générale que la vertu soit le privilège de la misère et que tous les maux de notre terre soient l'apanage de l'aisance ? L'idée
de rejeter la richesse est devenue une tradition tellement française qu'elle nous place dans cette alternative, ou bien rester éternellement misérable, ou évoluer vers l'immoralité progressive. Alors comment faire? Il faut que cette question que tout le monde redoute arrive à cette tribune. Il faut que nous déchargions le pays du poids que cette Français fait peser sur lui. Avec le groupe Les Républicains, nous appelons à la confiance entre les acteurs, tout simplement à croire en leur bon sens. Bien entendu, nous pouvons renforcer le pouvoir des actionnaires par la loi et nous n'y sommes pas opposés. C'est d'ailleurs le sens de l'article 3 avec les réserves que je viens d'émettre. Notre position finale dépendra donc du vote de ce matin, du sort que vous réserverez à notre amendement à cet article 3. En conclusion, je souhaite rappeler quelques enseignements d'Abraham Lincoln, toujours d'actualité, bien qu'il date de 1860. Vous ne pouvez pas donner la force aux faibles en affaiblissant le fort. Vous ne pouvez pas aider le salarié en anéantissant l'employeur. Vous ne pouvez pas encourager la fraternité humaine en encourageant la lutte des classes. Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Abraham Lincoln. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue.